C'est super intéressant de mettre nos cerveaux dans un état d'esprit de jeu. Si je perds, l'enjeu il n'est pas trop important. Et on est dans des meilleures conditions pour trouver de nouveaux scénarios d'action. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables et à l'écosystème comptable au sens large. Je suis Alexis Lama, votre hôte, et également le fondateur de Booster Digital, l'agence digitale dédiée aux experts comptables. Tout de suite, je vous souhaite un excellent épisode et je vous dis à très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club, un épisode qui, comme à chaque fois, je le dis tout le temps, mais c'est vrai, Biliana, je suis trop content de te recevoir aujourd'hui au micro du podcast de l'Accounting Business Club parce qu'on va parler de neurosciences et surtout, alors dit comme ça, je trouve que ça fait tout de suite un grand nom, mais surtout on s'est rencontrés lors de la journée Cégide et on a partagé la scène à un moment et on a parlé en fait de comment t'embarques tes équipes dans tous ces sujets de transformation et il y a eu plein d'éléments qui ont été partagés pendant l'échange et à la fin de l'échange on s'est dit mais il faut que tu reviennes, il faut qu'on en rediscute au micro parce que la profession est en pleine transformation, parce que comment tu changes les outils, comment tu lèves les freins au changement des collaborateurs, comment tu lèves les freins au changement des clients, comment tu te lèves les freins au changement, comment tu manages ton équipe sur certains sujets et tout ça on arrivait dans l'échange qu'on a eu à le reconnecter avec le cerveau qui est un sujet qui me passionne mais j'ai arrêté mes études à l'expertise comptable, donc je suis très loin de comprendre tous ces sujets. Et du coup, je suis très heureux de pouvoir ouvrir tous ces sujets avec toi aujourd'hui. Donc, voilà le programme de l'heure et quart qu'on va avoir ensemble. Et bienvenue au micro, Biliana. Merci beaucoup, génial. J'ai hâte de rentrer dans cet échange parce que, comme tu l'as dit, on a déjà commencé. Et moi, je suis une passionnée des neurosciences. Donc, voyons qu'est-ce que les neurosciences peuvent nous apporter aujourd'hui. Comment le titre, tu vois, provisoire que j'avais, comme ça, l'avantage, c'est qu'on verra ce qui sera diffusé comme ça, tu vois, mais c'est comment réussir la transformation de son cabinet grâce aux neurosciences. Je sais pas, tu vois, tu m'as dit, est-ce que le mot neurosciences est un bon mot en SEO? Ça sera après le sujet de l'équipe. Mais blague à part, tu vois, je veux vraiment qu'à la fin de cette heure, les auditeurs, ils puissent se dire, ok, j'ai compris que mon cerveau fonctionne comme ça, celui potentiellement de mes équipes fonctionne comme ça, peut-être que celui de mes clients fonctionne comme ça. Voilà les billets qu'il peut y avoir, voilà comment on les lève, parce que tous les auditeurs n'étaient pas avec nous en ce début juillet 2025 où on a partagé la scène et c'était un vrai plaisir. Biliana, bienvenue. Pour poser le contexte, qui es-tu et pourquoi partageons-nous cet épisode aujourd'hui? Qu'est-ce que la neuroscience et autres? Justement, je me disais, il vaut mieux qu'on commence avec une petite introduction parce que mon chemin, il n'est pas très conventionnel. Moi, j'ai démarré. Au début, c'était très classique. J'ai commencé avec des études en sciences. Je voulais travailler sur les maladies tout d'abord, donc j'ai fait un doctorat sur la vaccination contre le VIH. J'ai continué avec les thérapies contre les cancers. Donc jusqu'à là, un parcours scientifique tout à fait classique. Et il y avait un premier moment où je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas ou qui n'est pas complet. Il va falloir que j'aille explorer d'autres axes scientifiques. C'était le jour du doctorat où je me suis rendu compte que malgré ce cheminement qui peut être exceptionnel aux yeux de certains, moi j'allais garder toutes mes problématiques d'avant. Donc à l'époque j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, quelqu'un qui n'osait pas s'exprimer dans les réunions de travail, quelqu'un qui avait beaucoup d'idées mais qui restait bloqué dans ma tête. Donc des fois je me sentais un peu coincée dans une tête, dans un corps. Et pourtant, j'ouvrais des possibilités avec le doctorat. Tu sais, on ouvre des portes, on peut vraiment faire des choses importantes dans ce monde. Sauf que le jour du doctorat, je me suis dit, mince, en fait, je repars avec un diplôme de plus, mais les mêmes problématiques d'avant. Et je comprenais pas ce qui se passait. Je me dis, mais comment ça? Tout le monde m'a dit, il faut faire ça. Donc, je suivais des recettes de réussite. Et du jour au lendemain, je me retrouve et je me dis, mais la recette ne marche pas. Ce que mes parents m'ont conseillé ne marche pas sur moi. Je reste bloquée et je me dis mais c'est quoi? Je dis il doit y avoir des explications. Et donc j'ai enchaîné ensuite avec un contrat à l'Institut Pasteur où la problématique s'aggravait. Je me suis dit en fait je suis encore de plus en plus coincée, je fais des choses mais j'arrive pas à aller à l'exploration totale de mes ressources. Et je me suis dit il doit y avoir des réponses à ça. Est-ce que c'est quoi? C'est qu'en fait t'as une réussite professionnelle, universitaire, une reconnaissance des diplômes et où là, donc en fait, tu coches des cases comme ça, mais toi, intérieurement, tu te retrouves bloqué dans ton développement. C'est-à-dire que ta carrière se développe, mais toi, tu n'en profites pas. Exactement, tu le résumes bien. Je cochais toutes les cases. De l'extérieur, tout le monde me disait, mais tu devrais être heureuse, tu devrais être épanouie.
Et moi, de l'intérieur, mais je voyais une grosse case qui était bloquée, qui était la case de mon cerveau. Je ne sais pas comment utiliser mes ressources internes. Je suis dans les meilleurs contextes, meilleures équipes, meilleures conditions, et j'arrive pas à pleinement explorer ce qui nous est donné de l'intérieur de nous. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux neurosciences, à tous les outils qui nous permettent de décoincer des choses à l'intérieur de nous. Et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, j'étais pas obligée de passer le reste de ma vie avec ces mêmes blocages. Et j'ai réalisé que notre cerveau avait énormément de potentiel à se transformer, à changer à tout instant, qu'on pouvait se réinventer à tout instant et qu'on n'a pas besoin de se chercher qui on est et rester tout au long de nos vies qui on est parce qu'on se met dans des cases, mais c'est plutôt qui est-ce que je peux devenir qui est important pour notre cerveau. Et les stratégies qui nous aident à se transformer. Donc c'est là où, en quelque sorte, c'était mon premier émerveillement face à ce que la nature a mis à l'intérieur de nous. Ce potentiel infini qu'en neurosciences, on va appeler la neuroplasticité, donc cette capacité de notre cerveau, que notre cerveau a de faire de nouveaux liens, de se reconnecter, de créer de nouveaux programmes de fonctionnement et d'ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles portes. Donc ça, c'est à l'intérieur de chacun de nous. Et pour moi, je pense que c'est sous-exploité pour la plupart des gens. Certains ne sont pas conscients, parce qu'en réalité, encore en 1998, la plupart des gens croyaient que l'intelligence était fixe. Tu vois, aujourd'hui, on parle d'état d'esprit de croissance, que la plupart des entreprises cherchent à développer, c'est l'état d'esprit de croissance. Le gros mindset, comme on dit. Exactement. Mais encore en 98, 85% des gens croyaient que l'intelligence était fixe. Et que, une fois qu'on est adulte, il n'y a plus rien à apprendre. Il n'y a pas à travailler sur soi. Moi, je suis heureuse parce qu'on est dans la génération qui démarre l'exploration du growth mindset, l'état d'esprit de croissance. Je suis vraiment heureuse parce qu'aujourd'hui, j'accompagne les entreprises à travailler ça chez leurs collaborateurs. Et je pense que les entreprises, c'est un gros acteur dans cette évolution de l'être humain, en termes de cognition, en termes d'humanité. Et je suis vraiment inspirée par ce contexte qui est très propice à l'évolution et à l'exploration d'une partie de nous qu'on a sous-exploitée. Juste pour garder les auditeurs, hein, on parle quand même à des experts comptables, dirigeants d'entreprise. Je veux juste qu'on recoupe un peu, tu vois, c'est-à-dire c'est quoi pour toi la différence entre ce qui serait du développement personnel, comme on peut avoir des tonnes de livres aujourd'hui, lève-toi à 5h du mat, fais du yoga, écris, ce qui dans la vie de tous les jours est assez complexe à mettre en place, mais la reconnexion, pas la reconnexion, mais tu vois le fait de reprogrammer un peu son cerveau et de mettre en place l'état d'esprit de croissance avec le touche neurosciences. Pour moi, le développement personnel, c'est juste un des axes qui correspond à une partie de la population. Comme tu dis, pour certains, c'est pas ce qu'ils vont utiliser. Je pense que ce qui compte le plus, c'est l'intention d'aller dans cette exploration de soi, ce travail de soi. Quand on est entrepreneur, c'est indispensable parce qu'on se réinvente tous les jours. Donc, je pense que les dirigeants, ils savent très bien de quoi je parle. Et quand on est dirigeant, la vraie question, c'est comment je transmets ça à des salariés qu'eux, ils ne se posent pas ces questions-là et ils ont peut-être jamais cherché à explorer. Pourtant, ils savent qu'il y a quelque chose de plus à l'intérieur d'eux-mêmes, mais ils ne se sont pas autorisés à l'explorer parce que leur rôle, ils ne l'exigent pas. Quand on est dirigeant, c'est le rôle qui nous pousse à aller se réinventer, à aller en dehors de notre zone de confort, de s'ouvrir aux autres. Donc, toutes ces attitudes qui nous aident à mieux performer du côté du cerveau. Quand on est salarié, c'est pas les mêmes questions et pas les mêmes valeurs aussi. Donc, c'est plutôt comment réinventer les conditions de travail qu'on a pour que chacun puisse être dans cette dynamique, qui est une dynamique utile. C'est même pas une question de développement personnel ou pas, c'est une question de qu'est-ce qui est utile pour notre cerveau, pour nos performances et pour nos relations, pour qu'on puisse continuer à grandir dans la qualité de nos vies. Ok. Comment du coup, je veux juste revenir sur ton histoire parce qu'on est passé un peu rapidement, mais tu es passé d'extrêmement timide à pas épanoui, à du coup travailler sur les neurosciences, sur ton propre cerveau. Tu t'es fait office de cobaye. Qu'est-ce que tu as fait comme expérience, tu vois, et qu'est-ce que tu as découvert déjà sur toi pour qu'on arrive, avant de parler des équipes, à réfléchir à quels exercices on peut faire sur soi pour se rendre compte que parfois on est dans un état d'esprit et qu'on doit en changer, se reprogrammer. Alors, moi, j'ai gardé ma démarche scientifique tout au long de mon exploration du terrain et de comment je travaille sur moi-même. Donc, quand j'ai commencé à découvrir qu'il y avait des outils qui nous permettaient de travailler sur nous, je me suis dit, mais alors, c'est quoi la science derrière ? Donc, on peut utiliser des outils de développement personnel, mais j'étais assez sceptique. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui expliquent que ça fonctionne ? Est-ce que vraiment ça fonctionne ou c'est du blabla et que, du coup, on ne peut pas faire confiance ? Donc j'ai commencé à explorer la littérature et puis pour garder la démarche scientifique, je me suis dit mais pourquoi pas tester ça sur moi-même.
Et donc, j'ai commencé à participer dans des études cliniques où c'était moi la cobaye. Donc, je mettais mon cerveau dans des conditions extrêmes. J'ai même 2 fois accepté de recevoir des médicaments comme la Ritaline, la kétamine. Okay. Voir ce qui se passe à l'intérieur de nous et comment gérer le cerveau quand il est dans des conditions extrêmes. Et donc, petit à petit, dans mon exploration, je suis passée de l'extrême timide à la conférencière internationale aujourd'hui, entrepreneur. Donc, j'ai vu que mon cerveau était capable, alors que j'y croyais pas avant. Et donc, la grosse conclusion, c'est que c'est possible pour nous tous. On a vraiment cette capacité de transformation, de modification de nos manières de penser et comportement. Et donc, on peut vraiment obtenir tout ce qu'on veut à condition qu'on prenne la main là-dessus. Parce que le cerveau, par défaut, c'est pas ça. Donc en fait, je me rends compte que je suis bloqué. Donc il faut quand même avoir cet état, cette prise de conscience du là, je suis dans une case qui me convient pas. Et ensuite, par quoi je commence pour les premières étapes, tu vas pas me transformer. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens, moi je le découvre en accompagnement individuel, beaucoup de gens qui ont des blocages et qui ont eu tellement honte de parler de ces blocages-là et ils ont même pas cherché à savoir s'il y avait quelque chose qui pouvait les débloquer. Donc des blocages qui restent pendant 10 ans cachés dans le tiroir quelque part à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors que des outils de transformation, aujourd'hui, en réalité, on peut tout transformer. J'ai vu des cas assez extrêmes dans les expériences qui sont capables de transformer. Donc, en réalité, tout est possible à tout instant pour nous tous. Maintenant, je pense que l'être humain aussi est dans une transition. Moi, souvent, je dis le cerveau qu'on a hérité, c'est un cerveau de survivant. Donc, par défaut, il va fonctionner plutôt branché sur la survie. Donc, plutôt sur des schémas d'économie d'énergie, plutôt sur des schémas de chercher le danger, chercher le problème et l'éviter. Et moi, je pense qu'on est dans une démarche collective qui va nous permettre, j'espère, de laisser des cerveaux qui sont plus intéressants pour des futures générations, qui sont des cerveaux d'explorateurs, des cerveaux qui s'ouvrent à la nouveauté, des cerveaux qui développent des schémas de réussite et que la réussite devient quelque chose de normal. Pour l'instant, c'est encore une exception de réussir dans la société dans laquelle on vit. Et je pense que collectivement, on travaille sur ça. Je pense qu'à la finalité, ça va être vraiment des cerveaux qui sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus alignés sur la nature paradoxale de la vie, qui est des fois on fait une chose et des fois on fait son contraire et ça fonctionne. Donc des cerveaux qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit et qui nous permettent de mieux vivre cette vie. Parce qu'on n'est plus dans des conditions de survie. C'était le cas de l'homme des cavernes. Je pense qu'on a dépassé un peu. Nos cerveaux sont encore à 10 000 ans avant Jésus-Christ, alors que nos corps sont en 2025. Il y a un vrai travail à faire. Mais ça, du coup, ça passe quoi par dès le plus jeune âge? Toi, je me mets cette fois ma casquette de parent. J'ai une fille de, allez, on va dire 5 et 2 ans, 2 filles. C'est moi dans l'éducation où je dois leur donner cet état, tu vois, comment je leur inculque cet esprit directement, cette prise de risque. Alors évidemment je le fais un peu, mais est-ce qu'il y a des trucs en plus pour activer cette zone du cerveau où leur dire ok voilà, on n'est plus dans l'homme des cavernes, allez-y mes filles et grandissez, prenez des risques, testez, tombez, c'est ça l'idée? Déjà tu le transmets par ton exemple, plus tu as travaillé sur toi-même et je sais que ton exemple il est très très propice pour leur évolution. C'est vraiment l'exemple de toi qui montre qu'on ne s'arrête pas devant les difficultés, qu'on est plutôt en mode recherche de solutions, qu'on explore de nouvelles possibilités, que papa il n'a pas peur de vivre des contextes qu'il n'a jamais vécu, qu'il n'a pas peur d'aller vers les autres. Donc voilà, par ton exemple, ils apprennent beaucoup plus parce que les premières années, c'est de l'apprentissage non conscient. Donc c'est par imitation, ils vont apprendre beaucoup de choses. Et ensuite, tu leur permets de réfléchir dans les situations qui leur font peur. Au lieu de se bloquer, rien que de les laisser externaliser ce qui se passe en eux, de comprendre que leur cerveau fonctionne comme ça, que les peurs sont normales, et qu'ensuite de pouvoir reprendre, retester, essayer de nouveau et de nouveau, donc de créer des conditions d'apprentissage optimales. Parce que tu sais, on dit la réussite pour notre cerveau, c'est un apprentissage. On peut tout réussir dès qu'on a les bonnes manières d'apprendre. Donc, il faut enlever les freins de l'apprentissage, donc les peurs, et il faut donner les bonnes stratégies d'apprentissage. Donc quand on crée ces conditions-là, le cerveau, il est docile, il apprend, il est là pour apprendre. Mais si on le met dans des conditions qui lui font peur, il va switcher en mode survie, et à partir de là, on se retrouve dans toutes les résistances du changement, parce qu'il y a des choses qui restent à l'intérieur. On ouvre les résistances du changement. Impeccable. Je te donne le contexte. On est dans le monde de l'expertise comptable, comme dans beaucoup d'entreprises et beaucoup de secteurs, en pleine transformation.
La première, ça va être la facture électronique qui vient changer le mode de production des comptes et d'une certaine manière la relation qu'on va pouvoir avoir avec les clients. La deuxième, évidemment, c'est l'intelligence artificielle. Et la troisième, c'est le changement des attentes collaborateurs et des attentes clients. Tu as tout ça dans un shaker qui fait qu'en plus, cette transformation arrive à une vitesse grand V. On diffuse, tu vois, fin septembre, on sort du congrès, il y a ces thèmes que je viens d'évoquer, je suis sûr qu'ils ont été traités en long, en large, en travers. Moi, je suis dirigeant. Mes équipes ont la peur du changement. Potentiellement, j'ai aussi la peur du changement, quand même je dois me réinventer, etc. Par quoi je commence ? Alors, moi, quand il s'agit de situations qui font peur, d'habitude, je commence par la dimension émotionnelle. Parce qu'on est des êtres d'émotion. C'est-à-dire que dans chaque nouvelle situation, on a une structure dans notre cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui, elle va scanner où est-ce qu'il est le danger, qu'est-ce qui va se passer. Donc, elle va chercher à éviter le danger par des réactions qui ne sont pas propices à la gestion du changement. Donc la première des choses, c'est de capter les peurs qui sont créées. C'est tout à fait normal, on ne va pas les éviter. Toute situation nouvelle va créer des sensations. Et de pouvoir créer un espace dans lequel on va pouvoir externaliser ça. Sachant que la plupart de nos peurs, c'est des fantômes qui paraissent comme des monstres à l'intérieur de nous. On se fait peur par des choses que quand tu les externalises, des fois tu te dis, mais en fait, non, ça ne me fait pas peur, ça ne me fait plus peur. Donc déjà, pouvoir avoir cet espace, l'être humain a beaucoup besoin de pouvoir s'exprimer. Donc espace d'expression, ça c'est vraiment vraiment important. On s'est rendu compte, parce que là je suis sur un grand projet, c'est pas un projet de transformation, c'est plutôt un projet de culture d'entreprise avec 28 000 collaborateurs, donc synchroniser tout le groupe. Et on s'est rendu compte que ce qu'ils demandaient le plus, c'est de pouvoir avoir des exercices où ils s'expriment, où ils se sentent entendus, écoutés. C'est pas une question de comprendre et être d'accord avec les peurs. C'est plutôt une question de je me sens à l'aise d'être un être humain qui stresse et je me sens à l'aise de ne pas être jugé à partager mes peurs. Donc dans un premier temps, c'est vraiment cet espace de partage de nos peurs. Il inclut le dirigeant parce qu'il a le droit d'avoir des peurs. Il a le droit d'avoir des zones d'incompréhension, des zones où il manque de confiance. Il faut savoir que toutes ces zones-là, c'est un manque de clarté. Dans une situation où on ne sait pas comment ça va se produire, on a tous des zones de manque de clarté. Et ça, pour notre cerveau, c'est manque de confiance et je crée des peurs. Et donc, si je peux l'éviter, je l'évite. Et par inertie, notre cerveau va chercher à éviter ça. Donc, on va essayer de se dire « Non, mais je vais attendre le dernier moment, si j'ai le choix. » Donc, pour la plupart des gens, c'est une réaction normale. Donc, si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, c'est votre cerveau qui réagit. Ce qui, à mon avis, parle de beaucoup, parce que sur le sujet de la facture électronique, tu vois, il y a eu un report d'un an et tout le monde s'est dit « Bon, bah, ça, on décale d'un an. » Donc, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Voilà, comme ça illustre très bien l'exemple. Il inclut le gouvernement. On est tous des êtres humains. Ça décale, quoi. Oh, bon, si ça décale, on verra en dernière minute. Mais donc, c'est une réaction du cerveau, tu vois, c'est ça que j'aime bien. Okay. Oui, c'est ça. Il faut le connaître. Le cerveau, il va faire ces réactions automatiques. Il faut les connaître pour qu'on puisse garder le leadership là-dessus. Pour moi, c'est vraiment ce côté-là de connaître notre cerveau, de ne pas se prendre pour notre cerveau, mais plutôt de savoir comment il fonctionne et à chaque fois de prendre le dessus pour l'aider à passer ses peurs. Donc, première réaction, le cerveau, il a peur. Naturellement, il se met en autodéfense et soit il se dit je vais attendre la dernière minute parce que c'est quoi, c'est une peur de déni quoi, d'une certaine manière non ça n'arrivera pas, c'est ça ou pas je sais pas du tout mais il essaye d'éviter l'effort que ça va lui demander d'aller dans cette direction-là. Donc s'il peut prendre une autre direction, il va la prendre et où il vient. Des fois tu sais on fait les autruches et oh non mais j'ai pas compris, j'ai pas entendu. Ok, je vois très bien. Donc, pour éviter ces réactions, il faut que quelqu'un amène. Si tu veux, il y a la courbe du changement. Elle commence par un état de choc. Donc pour la plupart des gens, ça fait un état de choc. Et dans cet état de choc, on est plutôt dans le côté j'essaye d'ignorer l'information et donc je veux pas faire face à ça. Donc là, cette étape-là, ça demande du courage. Donc souvent, c'est le dirigeant qui va amener la situation. Il va la placer. À ce stade-là, on va pas chercher des solutions. On va plutôt chercher à évacuer la dimension émotionnelle, parce qu'il faut que on sent qu'on est dans un espace de confiance où les équipes peuvent discuter de ça, le dirigeant peut évoquer aussi ce qui fait peur. On peut le faire de manière anonyme, hein. Tu sais, il y a plein de méthodes qui permettent d'externaliser ces choses-là. On peut faire discuter les gens par deux pour essayer de... Et cette phase-là, elle a pour but de vider la poubelle. On n'est pas là pour essayer de bloquer les peurs, parce que des fois les gens ils se disent « Attends, mais il a peur de ça, attends, je vais essayer de le bloquer ». C'est comme en physique, chaque force crée une contre-force. Donc on accueille, au lieu de chercher à modifier les peurs,
On les accueille, on les externalise, on les accueille, on se dit ok, tu penses à ça. Et donc cette phase-là, elle consiste juste à lister les peurs et choisir s'il y a vraiment des peurs qui valent la peine d'être analysées ensuite et chercher des solutions. Et d'autres peurs sont juste là pour être externalisées, ça s'arrête à ça. Il n'y a pas besoin de les contrer ou quoi que ce soit. Donc première phase, émotionnelle, accueil. On parle des choses qui nous font peur. Et surtout, on rassure tout le monde qu'ils ne sont pas jugés et que tout le monde a le droit d'avoir des peurs et que nous tous, on a des peurs. Donc, on se met dans le même lot pour qu'on puisse créer cette cohésion et sentiment d'appartenance. On est ensemble pour réussir ensemble. Parce que je trouve que dans le monde de l'entreprise, c'est super... Enfin, tu vois, dire j'ai peur d'eux, face aux collègues, alors le dirigeant, je te cache pas que mon cerveau, tu vois, il a frisé quand tu m'as dit le dirigeant, il doit dire, j'ai du mal à concevoir, enfin j'ai du mal à imaginer le dirigeant dire aux équipes, au fait, on a telle transformation, potentiellement ce qu'on fait aujourd'hui va disparaître, enfin, et ça me fait peur. Tu vois, qu'ils le disent, je comprends, pour embarquer après le projet, j'imagine, c'est un peu, mais sinon j'ai du mal. Par contre, je trouve que c'est dur, non, dire en face à mes collègues, ok, j'ai peur de j'ai peur que mon job disparaisse, j'ai peur que ma relation client disparaisse, j'ai peur que ce soit plus moi qui le fasse. Je vois exactement de quoi tu parles et c'est vrai qu'on a créé des conditions de travail qui sont pas vraiment alignées avec notre nature humaine, donc des fois on est plus je protège l'ego et donc je montre pas qui je suis vraiment en tant qu'être humain. Moi je rêve qu'un jour on aura vraiment le droit d'être authentique au travail, qu'on pourra discuter de ces choses-là. Je pense qu'il y a des collectifs qui ont réussi à le créer et ça montre que c'est possible. Je vois exactement de quoi tu parles quand tu dis le dirigeant, il peut pas montrer ses peurs. Ça dépend comment on les sort. Si on les sort en mode j'ai peur, donc peut-être que ça va s'écrouler. Donc c'est un peu le capitaine de bateau, ça fait peur de parler de ça. Par contre, si on les sort plutôt comme des axes de réflexion, donc il y a tel axe de réflexion, comment on agit face à ce type de scénario qui peut se passer. Et donc on les ouvre comme des pistes de réflexion plutôt que comme des peurs bloquantes. C'est vraiment un cadrage différent. Ça, c'est une technique très importante pour le cerveau. On cadre les choses d'une manière qui ouvre vers des potentialités vers le futur, où on peut tous réfléchir ensemble et organiser le changement. En fait, le changement, il est inévitable, on le sait. La seule chose qui change avec le changement, c'est la vitesse. Donc, par rapport à avant, nous, on est une génération, ça va beaucoup plus vite et le changement, c'est tout au long de la journée plusieurs fois. Il ne faut pas résister au changement, il faut l'organiser. C'est vraiment ça. C'est quels sont les outils qui nous permettent ensemble de l'organiser. Parce qu'on ne veut pas être le dirigeant qui doit organiser pour tout le monde et donc du coup c'est le papa avec ses enfants qui... voilà. On ne veut pas créer ce type de contexte. On veut embarquer les gens avec nous. Donc on n'impose pas, on va impliquer les gens. Donc on va les faire réfléchir ensemble pour qu'ils sentent que c'est un projet pour nous tous et que c'est un projet qui nous dépasse tous et on peut le faire ensemble. Donc on ouvre des pistes de réflexion et ça crée des conversations de qualité pour moi où chacun peut trouver sa place et réfléchir à prendre une forme de leadership au sein du changement. Ok. T'as un petit exercice qu'on pourrait faire, que ce soit en anonyme. Bon, en anonyme, j'imagine que c'est un formulaire, on remplit, etc. Après, si on le fait en session de groupe, tu vois, par 15-20 personnes, comment on lance la conversation ? On peut imaginer différents formats. Je pense que ça dépend aussi de la taille du groupe. Je pense que le plus important, c'est comment on le cadre. Donc, l'intention de ça. Donc, voici, il y a tel et tel... Tu les as listés, les 3 changements qui sont à venir. Quels sont les axes de réflexion? Donc on peut le cadrer en mode axe de réflexion pour qu'on puisse organiser ces axes et s'assurer que tout se passe bien pour tout le monde. C'est quoi les axes de réflexion auxquels vous pensez, des choses qui peuvent créer des peurs plus tard dans le futur ou des insécurités? Donc on peut les lister de manière anonyme, que ça soit en ligne, que ça soit par des post-it. Et ensuite, on peut même faire voter les gens sur quelles sont les plus importantes. Donc, on peut choisir le top 3 des questions et utiliser une réunion de travail pour que les 3 choses qui créent le plus de peur soient discutées par tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Donc, qu'est-ce qu'on fait si ça se produit? Le cerveau, d'ailleurs, c'est très intéressant comme un organe parce que constamment, il va nous préparer au pire. Tu sais, des fois, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, avant un examen, tu rêves la nuit avant l'examen, tu vas rêver de foirer l'examen. Et en fait, pourquoi le cerveau il fait ça? Des fois, tu te réveilles, tu te dis mince. Surtout, ça m'est déjà arrivé de foirer les examens, c'est pour ça que ça me fait. J'ai pas eu besoin de le rêver, je l'ai fait. C'est parce qu'il n'a pas réussi à le rêver, c'est pour ça. Parce que quand le cerveau rêve d'échouer quelque chose, il se prépare à qu'est-ce que je fais si jamais le scénario se produit. Le cerveau, c'est un simulateur de scénario, et plus on est apte à affronter ceux qui nous font peur, plus on sait quoi faire si le pire arrive,
Et quand on sait quoi faire si le pire arrive, on est détendu si le pire arrive, parce qu'on est préparé. Et puis tout le reste, si jamais le pire ne se produit pas, ça va, on est préparé pour. Voilà. Ouais, okay. Ouais, donc ça veut dire que là, ta première étape, j'aime bien l'idée de tu prends les 3 peurs et comme ça t'en parles le plus parce que ça veut dire que ça se diffuse et tout le monde se les approprie et puis si c'est les top 3 en fait, ça veut dire que tout le monde les partage quoi. Et surtout que les gens se sont compris et considérés. Et ça c'est très important parce que je sais pas si ça vient de l'ego ou autre, mais en tout cas, dès qu'on se sent pas compris, on aura tendance à se fermer et à faire un peu, tu sais, le comportement de l'enfant boudé. On le fait à l'adulte. On est en mode désintéressé. Il y a le dirigeant qui amène la réunion, mais nous, on est en mode à côté. On ne m'a pas écouté moi, donc du coup, moi, je participe pas. Je vais suivre. Donc, on veut pas laisser des gens en mode suiveur. On veut les embarquer parce qu'en réalité, chacun peut appliquer son expertise, son leadership dans des parties du changement. Et c'est super important de donner cette forme de responsabilisation des gens pour qu'ils puissent trouver quoi faire au sein de ce changement. Moi, j'aime beaucoup l'idée, tu sais, pour certains types de management ou de leadership, amène les gens c'est pas le manager qui donne des objectifs, c'est le manager qui demande à son collaborateur quels sont tes objectifs pour cette 2 semaines, ce mois, 3 mois. Et donc, on peut faire la même chose au cours du changement. On peut demander aux gens c'est quoi là où tu te vois pouvoir aider ce changement. Donc, quels sont tes objectifs pour ce changement? Parce que dès que la personne se donne ses propres objectifs, il y a beaucoup plus de chances qu'elle les réalise, qu'elle s'engage dedans, au lieu de lui imposer des choses. Là, oui, parce qu'elle se les approprie, en fait, elle les dit, elle s'engage d'elle-même, donc j'imagine qu'elle s'active quelque chose dans le cerveau, où à partir du moment où elle a pris un engagement public, disant qu'elle allait faire ça, elle s'active pour pouvoir le faire. Il y a l'engagement public, mais il y a aussi le côté, parce qu'il va falloir mobiliser de l'énergie. Donc mon cerveau, en réalité, mobilise de l'énergie pour ce que je lui demande. Mais il aura moins envie de mobiliser l'énergie pour quelque chose que quelqu'un me demande et que je n'ai pas trouvé mon intérêt dedans. Parce que notre cerveau, c'est assez simple à un certain niveau. C'est l'organe qui consomme le plus d'énergie. C'est l'organe... En taille, ça fait 2% de notre corps. En énergie, ça consomme 20% de notre énergie. Donc, 1/5 de toute l'énergie part dans le cerveau. Comme c'est l'organe le plus énergivore, il va chercher des stratégies d'économie d'énergie constamment. Donc, par défaut, il cherche le minimum nécessaire. Et il va mobiliser de l'énergie quand ça vaut la peine. Donc, quand il y a des critères qui me correspondent, mon cerveau va décider qu'il veut mobiliser cette énergie. Mais si ces critères ne me correspondent pas à moi, mais correspondent à mon chef, mon cerveau ne voudra pas travailler pour lui. Donc, je vais avoir des stratégies d'évitement. Voilà, donc, c'est super important de connecter à des critères importants pour les gens. Si je veux leur faire quelque chose, pourquoi c'est intéressant pour eux? Donc, il faut qu'ils trouvent leur propre bénéfice dans cette nouveauté. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Il faut que leur propre cerveau conscientise que pour eux, c'est important. Parce qu'il va falloir mobiliser ensuite leur propre énergie. Et donc, du coup, j'entre sur la deuxième phase. Je ne sais pas si c'est la deuxième, mais en tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Tu as discuté des peurs, tu as vu les peurs de chacun. Et donc, maintenant, tu arrives dans le début de la conduite du changement, dans le début d'arriver à transformer d'une certaine manière. Ça vaut aussi bien pour les collaborateurs que pour les clients, je pense que l'exercice. Qu'est-ce que je fais moi en tant que manager maintenant pour arriver... Alors, ce que tu viens de me dire avant, c'est que je dis à la personne quel est ton objectif, mais concrètement, si la personne elle a encore des freins au changement, parce que c'est pas parce qu'elle a parlé des peurs que tout de suite ça s'arrête, j'imagine. Comment je fais pour détecter ce qui l'intéresse, l'embarquer? C'est quoi la suite? Moi, je dirais qu'un gros frein au changement, que ce soit individuel ou collectif, c'est le manque de clarté. En fait, si notre cerveau ne voit pas, si on a juste une distinction et qu'on ne voit pas comment s'y prendre, c'est un peu comme un chemin, tu veux aller à Marseille mais tu n'as aucune idée de qu'est-ce qui t'amène à Marseille, donc tu ne vas pas le faire, tu vas rester sur le point de départ. Et ce manque de clarté, il est souvent... moi, je l'ai vu en coaching quand j'ai commencé à me former sur le coaching et à avoir les questionnements qui permettent aux personnes d'avancer. Le plus difficile, c'était de fixer un objectif. Même si ça a l'air simple comme ça, qu'est-ce que tu veux? Mais en fait, quand tu poses la question, qu'est-ce que tu veux à quelqu'un, la plupart des gens ne savent pas. Et quand ils commencent, la plupart des gens vont te dire ce qu'ils ne veulent pas, ou les peurs qu'ils ont, ou ce qui les freine, ou ce qu'ils détestent. Donc tout ce qui est émotionnel, ils vont commencer à le dire. Mais une fois qu'ils ont vidé l'émotionnel, ils ne savent toujours pas fixer quelque chose de clair pour eux. Donc pour moi, je pense que là, du coup, je dirais que c'est quelque chose que le dirigeant doit développer. C'est cette capacité de clarifier les choses, de clarifier les étapes. Récemment, j'écoutais, c'était une étude sur en neurosciences.
quelque chose qui nous permet d'avancer, c'est rien que de se projeter. Imaginons qu'on a le scénario, je pars du point de départ et je vais arriver à Marseille. Rien que de commencer à me dire, ok, je prends le bus d'ici jusqu'à là, ensuite je prends un taxi, ensuite je prends... Rien que de le visualiser à l'intérieur de nous, ça nous permet ensuite de pouvoir faire le cheminement tranquillement. Donc plus on arrive à clarifier les différentes étapes, en tout cas de ce qu'on connaît du changement, et pouvoir se projeter, plus ça va apaiser toutes les tensions et les peurs. Mais ça ne nous empêche pas qu'en prenant le bus pour Marseille, et le premier arrêt, il y a une nouvelle surprise. Donc c'est un processus à appliquer sur toutes les étapes du changement. À tout instant, il peut y avoir de nouvelles peurs. Et donc, à chaque fois, on va de nouveau s'arrêter, regarder ce que c'est, se poser là-dessus et chercher des axes de réflexion et d'amélioration. Et c'est super important de ne pas, de prendre le temps sur ces éléments-là. Dès qu'on rencontre une peur, de se sentir à l'aise de la partager et ensuite de pouvoir prendre le temps de réfléchir là-dessus, de ne pas sous-estimer le blocage et de se dire, ok, là, on rencontre ça, je vous propose que pour la prochaine réunion, on en discute. Donc, comme ça, on laisse un petit peu de temps, parce que notre cerveau, il va cogiter sur la question tranquillement tout seul, et ensuite on se réunit tous avec un cerveau collectif qui va trouver des solutions à cette nouvelle peur. Donc moi je trouve que le changement nous amène à être encore plus ensemble et encore plus reconnaître nos limites humaines, parce qu'on seul on n'est pas bien préparé, mais ensemble on peut aller très loin et de manière beaucoup plus confortable. Mais c'est juste qu'il faut créer les conditions de confiance où les gens se sentent autorisés à être des êtres humains, le dirigeant aussi, et qu'on puisse se détendre et organiser ça ensemble. Parce que je pense que dans le futur, on vivra des changements de plus en plus complexes et de plus en plus rapides. Et si on ne crée pas les bonnes conditions pour pouvoir utiliser nos cerveaux collectifs, on ne va pas réussir. Je crois beaucoup dans la nature humaine, donc on va finir par réussir, mais au début, on va passer des chocs. Stop! Instant de vérité, votre marque, elle existe ou elle existe? La différence entre les deux, on l'a transformée en méthode chez Booster Digital. Alors pour passer d'invisible à incontournable, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Téléchargez notre guide, c'est offert et c'est en description de l'épisode. Et maintenant, on y retourne. Mais donc du coup, en fait c'est un peu... tu manipules, c'est là où j'arrive avec la neuroscience, c'est que tu manipules d'une certaine manière ton cerveau, dans le sens où tu donnes ton objectif, donc il faut être clair sur son objectif, l'objectif de son entreprise, et son objectif dans l'entreprise, et en fait, donc là, tu listes les changements qu'il va y avoir, et tu viens créer une feuille de route, en fait, de ces transformations. Donc là, on est fin septembre, donc d'ici la fin décembre, on aura fait cette première séance pour aborder les peurs, puis dans un mois, fin octobre, on va discuter du choix d'outils qu'on va faire sur le truc. Puis fin décembre, on aura décidé on aura segmenté notre portefeuille client. J'essaie de le faire par rapport au cabinet. Tu vois. Et comme ça, en fait, t'en discutes. On aura segmenté le portefeuille client pour repenser les offres et préparer la suite par rapport à ce qu'on aura vu sur les 4 premiers mois. Hop. Ensuite, on sait qu'on arrive en période fiscale. Pas de panique, l'équipe. On continue. Telle personne fera ce travail sur les outils pour continuer de tester. Telle personne fera ce travail sur les offres. Et hop. Et comme ça, en fait, tu passes étape par étape. Tu mets des jalons. Et ça te permet d'en discuter avec, du coup, est-ce que déjà c'est à peu près ça? Et du coup, ton cerveau, pardon, j'essaie en même temps de réfléchir, mais du coup, ton cerveau, tu lui donnes de la visibilité, il visualise les différentes étapes et ça lui enlève des peurs, c'est ça, j'imagine? Oui. Dès qu'on structure les grandes étapes, même s'il y aura des changements, certainement, parce qu'on va se rendre compte sur le chemin qu'il y a des éléments qu'on n'a pas connus avant, mais dès qu'il y a des grandes étapes, on sait vers quoi on se dirige et on sait que ça va fonctionner, parce qu'on a structuré le changement. Je pense qu'il est important, tout en amont, parce qu'on a parlé de la dimension émotionnelle, mais avant de vider les peurs des gens, je pense qu'il est important quand même de, entre guillemets, vendre le changement. Quand je dis vendre le changement, c'est dans une forme d'authenticité. C'est-à-dire qu'on arrive, là c'est des changements inévitables, donc on les pose en disant voici ce qu'on va vivre et on est conscient des enjeux qu'il y aura et des challenges qu'on aura sur le chemin. Et c'est important quand même de parler des bénéfices de tout ça, de chercher à se projeter. Déjà pour le dirigeant, c'est important qu'il sache qu'il y a des bénéfices pour lui, pour l'entreprise, pour sa relation client, et de pouvoir les verbaliser pour les autres. Parce que tant qu'on ne voit pas les bénéfices, on se sent comme si on était puni et on a l'impression de subir quelque chose qu'il faut traverser, mais du coup on n'a pas envie de le faire. Mais en amont, donc on dit voilà, il y aura des bénéfices, pas tout de suite bien sûr, il y aura tout l'effort à faire. C'est un peu comme quand tu veux perdre du poids, mais il y aura un super bénéfice dans quelques mois, quelques années.
Mais sur le moment, il y a beaucoup d'inconvénients. Et ben, le changement, c'est toujours ça. Les gros changements qu'on veut, qui nous rendent le plus fiers de nous-mêmes, c'est souvent ça. Il y a une phase où on fera beaucoup de challenges. On va donner beaucoup. Idéalement, dans cette phase, il faut s'arrêter de temps en temps, célébrer, avoir des milestones, des moments où on va reconnaître des victoires intermédiaires pour qu'on puisse continuer à se dire, OK, bon, tu voulais perdre 20 kilos, là, on a perdu 2. Ouais, c'est bien, donc voilà, on se félicite pour ça. Et donc, on reste tout au long du changement. On le vend au début, on se le rappelle de temps en temps, c'est quoi les bénéfices de ce changement, parce qu'il faut garder cette motivation. Et puis, beaucoup de reconnaissance sur le chemin, parce que ça crée de la dopamine. Et la dopamine, c'est le carburant pour le cerveau. On a besoin de s'arrêter de temps en temps et recréer de l'énergie pour nous, pour les gens, pour qu'on puisse continuer sur l'objectif, perdre 20 kilos. Donc, on se rappelle pourquoi on fait ça. Et j'allais te demander, c'est comment tu gardes, parce que même si ça va plus vite, c'est des transformations qui prennent du temps, qui vont vite, mais au final qui sont pas du on-off d'un interrupteur. Comment tu gardes la motivation? C'est quoi les meilleures pratiques pour garder la motivation? Donc il y a les milestones que tu vas célébrer de temps en temps, mais est-ce qu'il faut les célébrer tous les mois, tous les trimestres? Est-ce qu'il y a d'autres hack d'une certaine manière pour garder le cerveau motivé, parce qu'on sait que, je te donne mon expérience marathon. Quand je me suis entraîné pour le marathon, j'ai pris un engagement public au micro ici pour dire que j'allais le faire. J'avais pas le ticket, comme ça je me suis engagé, tu vois, j'ai essayé de me maîtriser le cerveau. Et ensuite, dans la phase d'entraînement qui a duré, on va dire 4 mois, tu vois, j'ai vu le pic du début de l'excitation. Puis arrive la phase d'hiver, j'ai vécu, j'avais plus du tout envie, en me disant mais pourquoi je fais ça, c'est des sorties longues, etc. Et ensuite je me projetais pour me dire non mais tu vas arriver, etc. Et puis j'ai retrouvé la motivation. Mais ça, à la limite, je te dirais, c'est un marathon, j'ai la deadline, tu vois. J'imagine quelles sont les bonnes pratiques pour garder cette motivation et arriver à jongler avec son cerveau pour le reconnecter. Pour moi, l'idéal, c'est dans toutes les phases de changement, l'idéal, si on arrive à le faire sur nous et sur les autres, c'est de tomber amoureux du chemin, pas de la destination, de ne pas être fixé sur le côté je perds mes 20 kilos et ma vie s'arrête là parce que c'est la plus grosse réussite, parce qu'en réalité, ça s'arrête jamais, on a de nouveaux objectifs, mais c'est vraiment tout au long de créer un processus qui nous plaît, un processus de changement qui nous plaît. Alors Biliana, on parle à des experts comptables, tu viens de me dire tomber amoureux du chemin. Ok, d'accord. Alors, quand je dis tomber amoureux du chemin, concrètement, c'est la manière dont je vais interagir avec mes collaborateurs quand je vais amener de nouveaux sujets. De toute manière, la collaboration, on crée de la valeur ensemble, donc il y a tout le temps des problèmes à résoudre. C'est comme ça qu'on crée de la valeur ensemble. Bon, là, c'est des problèmes de plus haute taille parce que c'est des choses qu'on n'a jamais faites, donc on les voit comme quelque chose d'encore plus inatteignable. Mais quand je dis tomber amoureux du chemin, c'est tomber amoureux de cette manière d'interagir avec les collaborateurs pour qu'on se sente fort ensemble face à des choses qu'on ne comprend pas individuellement. Donc, créer des conditions, par exemple, créer des conversations qui nous plaisent. Tu vois, de se sentir, en fait, avec mes collègues, je peux être authentique et parler des choses qui m'inquiètent. Avoir ces moments d'échange qui nous permettent même aux dirigeants de ne pas se mettre à la pression comme si c'est le seul qui doit résoudre la problématique, mais de baisser un peu ses gardes en disant, en fait, je suis vraiment reconnaissante que vous soyez là parce qu'on est là pour réfléchir ensemble à comment l'organiser. Et je compte sur vous tous. De se sentir vraiment, en fait, d'utiliser les problèmes comme quelque chose qui nous unit. Tu sais, moi, à un moment donné, quand on a eu la pandémie Covid, je me suis dit, ça y est, on a trouvé quelque chose qui unit l'humanité. Parce que, tu sais, ce qui unit les gens, c'est quand on a un ennemi commun. Donc, ça peut être un problème commun. Mais donc, du coup, le groupe est uni face à un problème commun. Et je me suis dit, ça y est, Covid, c'est notre ennemi commun. Donc, ça va unir l'humanité. Ça a marché un petit peu, je pense. Il y a eu une petite période. C'est plus complexe que ça, mais en tous les cas, je trouve que dans les conditions de travail, le mieux, c'est d'utiliser les problèmes pour quelque chose qui va nous permettre de se sentir en cohésion. Et d'ailleurs, ça a marché. J'étais dans une conférence, je donnais une conférence face à des médecins qui avaient vécu cette période de Covid. Ils m'ont dit, on ne s'est jamais autant connecté entre les différents départements parce que personne ne savait quoi faire face à ça. Donc, tout le monde était en mode, OK, je ne connais pas et je ne sais pas comment on peut l'organiser. Donc, ils étaient obligés d'appeler des collègues qu'ils n'appellent jamais. Et en fait, ça a créé vraiment beaucoup de liens entre eux. Donc, pour moi, les changements, dès qu'on parle de changement, c'est vraiment ça. C'est où sont les gens avec qui je peux m'allier parce que seul, je ne peux pas. C'est là où on se rend compte de notre limite humaine. Et si,
pour des petits problèmes, on peut encore prétendre garder le contrôle et pouvoir faire tout seul, pour des gros problèmes, ça nous oblige de lâcher l'ego. Et pour moi, ce type de changement, ça vient justement challenger le dirigeant au niveau de à quel point je peux travailler en lâchant toute cette illusion du contrôle, utiliser mon équipe pour qu'on puisse vraiment s'unir et le faire ensemble. Et voilà, tomber amoureux du changement, c'est vraiment ça. Je me rends compte du bénéfice de ce problème pour la cohésion, pour le travail ensemble, pour le fait de donner du sens aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont au travail et ça fait pas suffisamment de sens pour eux, donc ils sont un peu en perte de motivation profonde, hein, parce qu'il y a la motivation du salaire, mais c'est une motivation superficielle. La motivation profonde, c'est en fait... ma vie, elle a énormément de valeur parce qu'on va mourir un jour et le temps est limité. Donc tous les jours, je donne 8 heures par jour à quelqu'un. Pourquoi je les donne? Et donc si je donne pas du sens à ça, c'est presque suicidaire. Je vais au travail, mais je suis en train de vendre ma vie à une valeur très basse. Et ce sens-là, il faut que chacun le trouve. Et pour moi, l'être humain a toujours trouvé du sens. Tu vois, à l'époque, on vivait des guerres. Personne n'avait la dépression et la perte du sens. On avait des causes profondes et on partait ensemble, même si c'était un peu anti-humain, parce que c'était les humains contre les humains. Là, aujourd'hui, on est plutôt des humains contre des problèmes des nouveautés qui apparaissent et on ne sait pas comment les gérer. Donc, je trouve qu'on est dans des meilleures conditions pour recréer cette sensation on est ensemble face à une cause ou quelque chose pour l'évolution de l'humanité et on s'unit pour trouver des solutions ensemble, se battre ensemble. Et pour moi, ça, c'est super important. Et si on le crée au travail, à partir de là, les changements, c'est juste super, on a encore une question où on peut réfléchir ensemble, se souder pour traverser l'étape ensemble. Donc pour faire le parallèle avec un cabinet d'expertise comptable, on peut même profiter de ces transformations qui arrivent pour en fait repenser et redonner du sens parce qu'en fait faire de la saisie, ça a été toujours comme ça, c'était comme ça. Maintenant l'évolution technologique fait que la saisie va être automatisée si ce n'est pas déjà le cas et donc du coup tu vas redonner du sens à la personne qui faisait de la saisie, mais du coup il faut lui vendre le changement et profiter de tous ces changements. Par contre il faut lui vendre le changement et tomber amoureux du chemin. Okay. Je pense que nous les êtres humains quand il s'agit d'exécuter des actions, c'est pas là où on va se sentir le plus à utiliser notre nature. Je pense que là où on peut se sentir vraiment, pas juste des exécutants, mais vraiment des personnes qui sont impliquées dans leur créativité et leur humanité, c'est quand on crée des conditions où les gens réfléchissent, donc ça c'est la créativité. Je pense que là c'est vraiment là où on est éveillé, quand on veut réfléchir sur des nouvelles choses, et ensuite quand on sait qu'on n'est pas seul, parce que seul on se limite rapidement. Donc créer des conditions dans lesquelles les gens, ils arrivent au travail, pas pour faire des saisies, pas pour remplir des tableaux Excel ou travailler les chiffres. Ils sont là pour réfléchir à quelque chose ensemble, donc créer ensemble, créer des liens qui permettent d'augmenter cette intelligence à l'intérieur de nous et faire des choses plus grandes que juste saisir des choses. C'est confortable de saisir des choses, mais une personne qui se limite à ça, c'est une personne qui sera facilement en perte de sens et elle va rentrer dans des routines. Ouais, face à tous ces changements, en fait, elle aura du mal à être embarquée et à suivre l'histoire. Okay. Comment, du coup, je reviens sur ma question, mais comment tu arrives à redonner, tu vois, de la motivation, enfin, garder plutôt cette motivation, donc tu tombes amoureux du changement. Est-ce que, parfois je suis amoureux, puis plus amoureux, je sais pas, tu vois, les hauts, la période fiscale, tout plein de trucs. Qu'est-ce que je peux mettre en place aussi pour garder cette flamme d'une certaine manière, tu vois, sur le changement? Alors, l'énergie de l'enthousiasme, elle est super importante. C'est quelque chose que on a besoin de reconnecter. Déjà, le dirigeant, il a besoin de reconnecter en fait son vrai pourquoi. Pourquoi je fais ça? En fait, pourquoi je suis tombé amoureux peut-être de ce métier? Parce que pour certains, c'est le cas. Je pense qu'ils adorent le métier. C'est un vrai métier passion. Voilà, de se rendre compte de c'était quoi vraiment qui nous a touchés dans ce métier, parce que c'est rarement les saisies de chiffres. C'est pas ça qui nous fait. Par contre, moi, j'ai une relation de confiance avec mon comptable. Je sais à quel point c'est mon soutien dans l'entreprise, quand mon entreprise, j'ai des questionnements. Et c'est une relation très importante pour moi. Humainement parlant, au-delà de l'État m'oblige d'avoir un comptable, mais c'est vraiment une relation qui me permet de dégager mes stress, mes peurs. Il me donne de la clarté sur ce que je peux faire, il me rassure. Donc je pense que pour beaucoup de comptables, c'est ce lien-là qui est nourrissant. De se rendre compte qu'il crée de l'économie, que ça permet à des business à fonctionner. Et le rôle utile, quoi. Le rôle utile, mais au-delà de monter à un niveau d'au-dessus. Ouais. Oui, pas le rôle utile de faire la déclaration, mais le rôle utile et l'impact
que tout le cabinet peut avoir sur la réussite du client, la sérénité du client, lui offrir de la visibilité, etc. C'est ça. Et se reconnecter à cette motivation, c'est important parce qu'on l'oublie au quotidien. On se fixe des objectifs et puis une fois que tu commences à le faire, on oublie pourquoi on le faisait. Et se rappeler le pourquoi individuel, tu vois, des fois c'est pour nos propres valeurs. Je sais pas, moi je me souviens que quand je voulais me persuader d'aller courir, comme j'ai une valeur sur la connexion aux gens, je m'étais créé des contextes dans lesquels je courais et je connectais avec des gens, soit avec le regard, soit avec des sourires, soit je faisais du high five des fois. Ok, en courant. En courant. Avec des gens que tu connaissais pas. Avec des gens que je connaissais pas. Et je peux te dire, j'ai réussi à me motiver pour courir 45 minutes, 1 heure, alors que j'aime pas courir de base. Tu m'aurais mis sur la valeur esthétique, tu vas te dire mais si tu cours tu seras plus belle, ça me touche pas plus que ça, donc je serais pas embarquée pour aller le faire. Donc il y a déjà reconnecter à ses propres valeurs, pourquoi j'aime, même reconnecter ses équipes à pourquoi ils aiment le métier, de se rappeler, parce qu'ils vont se rappeler que c'est pas pour le tableau Excel. De se dire en fait qu'est-ce que j'aime le plus dans ce métier, ça ce sont des questions intéressantes à tourner en réunion. Donc se reconnecter à ses propres valeurs et puis se reconnecter à quelque chose de l'ordre du service. Nous les êtres humains tous on est motivés par l'idée d'aider quelqu'un d'autre, d'inspirer quelqu'un par nos actions, par ce qu'on fait ou d'être au service de quelqu'un. Ça c'est vraiment quelque chose qui crée beaucoup d'énergie, de se rendre compte qu'on est utile pour d'autres êtres humains. Et pareil, il faut prendre le temps de bien le voir. En quoi mon rôle dans ce cabinet-là, il est utile. Pourquoi, à qui ça sert, qui sont ces gens-là. Du coup, quand on parle de cabinet comptable, ça sert des individus, des dirigeants, mais ça sert aussi l'État, ça sert la France. Donc on peut monter en termes de oui, en fait, je contribue à la France. Et de voir tous ces éléments-là, de prendre le temps de les voir, c'est important. Ça crée de l'énergie, ça crée cette forme d'inspiration. Ça te replace la motivation, quoi, en fait. Tu replaces le contexte et tu gardes, et ce quitte à l'avoir, c'est peut-être pour ça que tu as certaines boîtes aux US, même parfois en France, mais écrivent les mantras au mur, etc., pour se le rappeler tous les jours. Ok, intéressant. Ouais, le sens de service, le sens de se rendre compte que je fais ça pour plus grand que moi. Moi, à l'époque, quand j'ai cherché à décoincer mes schémas de timidité, un des éléments que j'ai fait, c'était de prendre la parole en public dans le métro parisien. Ok, t'es timide et tu vas te lancer dans le métro. Okay. Mais ça, c'est parce que toi, tu le fais sur un exercice où tu comprends. Je veux dire, tu viens jouer avec ton cerveau. Si tu te faisais des expériences, c'est pour ça. On va pas demander tout de suite à une équipe de collaborateurs ou un cabinet d'aller faire la session off-site, le séminaire annuel. Aller dans le métro, prenez la parole. J'ai du mal à l'imaginer. Non, c'est des conditions un peu extrêmes. Moi, je voulais avancer plus vite, donc dans des conditions extrêmes, on avance plus vite. Mais je me souviens que je le faisais parce qu'à l'époque, j'avais quelqu'un qui mon mentor de l'époque, qui m'aidait à mieux me comprendre. Et en fait, je me souviens qu'au moment où j'avais le plus peur, il m'a suffi de penser à lui, de me dire, en fait, j'ai envie que tu sois fier de moi. Et ça a débloqué une énergie colossale pour dépasser un gros blocage. Donc des fois, il faut se rappeler c'est quoi nos propres motivateurs internes, parce que des fois on le fait pour quelqu'un. Des fois peut-être que c'est un métier familial, donc certains des comptables sont là parce qu'ils ont été inspirés par leur grand-père ou par d'autres personnes de la famille. Et ils veulent donc se rappeler pourquoi on a choisi ce métier, c'est important quand même, c'est une motivation profonde. Et ça donne de l'énergie pour tenir sur la suite, quoi. Intéressant. Donc bien réussir à se reposer la question du pourquoi en fait, mais à tous les niveaux, quoi. Pourquoi le dirigeant et pourquoi les équipes, pourquoi elles sont là et comment tu gardes ce cap de sens. En fait, tu clarifies. Tu vois, je me fais mon travail sur moi-même, hein, mais en fait, tu clarifies ton. En fait, c'est une séance pour moi. Tu clarifies ton pourquoi et le pourquoi de tout le monde, et après, tu t'es plus cadré sur l'effort, le moyen long terme, quoi. Et petit à petit, t'as tes jalons pour arriver à dire, ok, là, on a fait ça s'est bien passé, on célèbre, comme ça, dopamine, et on continue. Et on avance, prochaine étape où on a fait ça, il s'est passé ça, au final, ça s'est pas passé comme prévu, mais voilà pourquoi. Alors du coup, d'accord. Okay. En fait, idéalement sur ces questions-là, comme c'est des choses, on a l'impression de les savoir, mais en fait, dès qu'on se met à parler, on se rend compte qu'on ne sait pas nos propres pourquoi. Idéalement, on laisse les gens discuter entre eux pour qu'ils puissent verbaliser, parce que la conscience, c'est, je monte en conscience et je verbalise ma pensée, jusqu'à ce que je me rends compte que c'est vraiment ça qui m'a touchée. Donc on peut laisser les gens s'exprimer sur ça. On peut aussi laisser les gens structurer, faire une vision collective d'un cabinet comptable. On peut les créer ensemble, embarquer les gens dans un rêve collectif, donc créer cette vision-là et organiser le plan d'action collectivement.
c'est un peu ce qu'on fait sur ce projet dont je t'ai parlé tout à l'heure. On embarque les gens pour que chacun puisse s'exprimer, participer dans cette vision, s'assurer qu'ils aiment ça, parce que la motivation, c'est deux choses. Je veux et je peux. Donc, qu'est-ce que je veux? Donc, si j'ai créé la vision, c'est souvent des choses que j'ai eu envie, donc j'ai mis mon avis. Si c'est le dirigeant qui crée la vision, il faut qu'il vende sa vision pour que les gens se rendent compte qu'ils la veulent aussi. Il y a des bénéfices pour eux, donc ça, c'est le vouloir. Et le deuxième élément, c'est le pouvoir. Est-ce que j'ai les compétences pour? Donc là, c'est pareil, c'est une phase de réflexion, de se dire de quelles compétences on aura besoin pour qu'on se sente en capacité de faire. Parce que je peux vouloir des choses, mais si j'ai pas les compétences, donc je pourrais pas. Et donc là, c'est la deuxième question. Et pareil, on peut la réfléchir collectivement, de se dire, ok, comment on peut organiser pour que chacun puisse être formé, avoir tout ce qu'il lui faut pour se sentir en confiance de faire. Ou bien entouré, bien mentoré, avec des mentors, des gens qui le guident, pour qu'il puisse se sentir pouvoir faire. Mais du coup, tu ouvres la discussion pour dire, voilà, je veux, c'est ça, et je peux, de quoi j'ai besoin pour pouvoir y arriver et atteindre les différentes étapes. Parce qu'on peut rêver ensemble, mais si on se rend compte qu'on n'a pas les capacités, on va être bloqué de nouveau. Avec une belle énergie, parce que le rêve, ça donne beaucoup d'énergie. Mais pareil, on va pas avancer parce qu'on se dit, en fait, je peux pas faire. Je suis pas capable. Et ça paraît, tu vois, ça recoupe avec ma question du début, c'est quoi avec la question du développement personnel? Sauf que là, en fait, le fait d'activer ces je veux, je peux, tu vois, c'est des trucs qui me cliquent comme ça d'un coup. En fait, c'est que tu actives ton cerveau et tu viens lever les freins au cerveau, les peurs du cerveau, c'est ça d'une certaine manière, où lui qui est fainéant, enfin flemmard plutôt que fainéant, et qui va se dire je vais aller dans ce que je connais, les habitudes, etc. Donc pour arriver à le sortir de ça, tu lui dis je veux, je peux. Il y a d'autres trucs, mais ça peut le mettre dans les bonnes directions, c'est ça. Si déjà on a ces deux-là, la motivation y est. Je veux, j'ai une vision claire. Donc on prend le temps par contre de bien visualiser la vision, qu'elle soit claire comme une image du futur. Et cette vision, elle peut aller au-delà des 3 changements que tu as cités. Ouais, on peut se réinventer comme un cabinet qui incarne une nouvelle idée. Par exemple, là, on était en croisière pour notre voyage de lune de miel. Et les collaborateurs étaient fiers de parler de cette marque de croisière parce qu'ils se disaient, nous, on veut que chacun parle de nous quand on pense aux croisières. Et donc, on veut impressionner le client, on veut prendre tellement soin du client pour que les gens ne peuvent pas s'empêcher de parler de cette marque. Donc là, je ne vais pas la dire, mais en tout cas, ça donnait envie parce qu'ils se sont vraiment bien occupés de nous. Et donc, chaque collaborateur était fier parce qu'il est là dans l'intention de créer un service qu'on n'a jamais vu. Est-ce que c'est un peu comme Walt Disney, je ne sais plus dans quel livre j'ai lu ça, mais que Walt Disney, tu vois, quand les équipes de Walt Disney arrivent dans les bureaux, c'est marqué, comme si c'était marqué en scène, ou tu vois, il y a un vrai sujet sur le wording, sur les mots qui sont mis en place pour que chacun rentre dans le personnage et pour que chaque client de Walt Disney, client des parcs Disney, ils arrivent dans une aventure, dans un spectacle, etc., quoi. Ça, c'est super important, oui, l'univers concret. Parce que des fois, tu le vois, on va aller prendre un verre dans un lieu qui est beaucoup plus cher parce qu'il y a l'univers qui va avec. On va payer 3 fois plus parce on vit quelque chose. Donc, on se sent de manière plus spéciale. Il y a quelque chose qui est là. Donc, oui, effectivement, on peut même, en tant que dirigeant, on peut vendre nos services plus cher si on a créé un univers qui est unique et qui n'existe nulle part ailleurs. Donc ça, c'est super important de créer quelque chose d'unique, quelque chose qui fait rêver pas seulement les clients, mais aussi les collaborateurs. Que le collaborateur soit fier de dire moi je travaille pour ce cabinet-là et pas pour les autres parce que nous on a ça et ça de plus. Ou nous on a réfléchi à ça. Ou nous on a cette vision. On l'a peut-être pas encore, mais on a cette vision et on veut être ceux qui, je sais pas, font le meilleur service, le plus rapide, le plus facilité et qui prennent le temps avec leurs clients pour après, à définir à chacun, une fois que tu as justement dit le je veux aller vers ça, tu as dessiné ton image, tu fais adhérer tout le monde à cette image et après le je peux, c'est quels sont les moyens qu'on va mettre en face par personne ou pour l'entité pour y arriver, quoi. Et le réaliser, du coup tout le monde reste connecté à la transfo. Oui, exactement. Il y a d'autres choses qui me viennent en tête comme ça, des états d'esprit qui aident pendant le changement. Tu parlais de wording, les mots qu'on utilise. Moi, j'ai eu une conférence dans laquelle on m'a clairement dit tu n'utilises pas le mot changement. Le mot changement, ça fait peur. Le brief du début, c'est Biliana, tu viens pour faire une conférence sur le changement, mais ne leur dis jamais le mot changement. Ok, si tu joues à oui, non, mais tu n'as pas le droit de. Ok, d'accord, j'ai compris. Et pour moi, je pense même pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est important que vous reconsidérez ça, de ne pas utiliser le mot changement. Parce que pour certains, c'est devenu comme un mot un peu, on est devenu allergique à ce mot-là.
Il y a plein d'autres manières de parler des choses qui vont changer, mais sans utiliser le mot changement, en faisant plutôt les gens arriver vers quelque chose où, par exemple, à la conférence, on l'appelait défier le statu quo. Donc, on était tous ensemble pour défier le statu quo. On n'était pas en train de changer du tout. T'avais ton ennemi commun. Voilà. En fait, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu recoupes avec ce que tu me disais tout à l'heure. T'avais ton ennemi commun qui était le statu quo. Oui. Et on est tous là pour trouver la direction et des RH. et tout le monde était là pour trouver. Ok. Donc, voilà, il y a des choses comme ça où on peut s'amuser. Alors, il y a deux choses. Il y a ce côté où on est explorateur, donc on est en mode qu'est-ce qu'on peut aller explorant. C'est pas, on cherche pas à changer, on cherche à explorer de nouvelles choses. Donc ça, c'est super intéressant comme état d'esprit. Parce que ça ouvre, en fait, dès qu'on met le cerveau en mode réfléchissons à ici, donc on ouvre un potentiel de réflexion qui est différent que quand on a ça comme problème, donc on regarde le problème et on a peur. Donc au lieu de regarder le problème et se faire peur, on regarde un futur qui nous fait rêver et se dire alors tout le monde est face à ces 3 problématiques des comptables, comment nous on peut faire d'une manière plus rapide et plus amusante. Et donc on se met à réfléchir au lieu de penser est-ce que je dois changer ou pas changer, parce que c'est inévitable, on a brûlé les bateaux comme on a dit dans la conférence. C'est de toute manière le bateau il sera plus là dans quelques années, il va falloir se débrouiller pour faire sans ce qu'il y avait. Revenir sur cette histoire de bateau parce que du coup tous les éditeurs n'étaient pas là, mais c'est l'un des trucs qui m'avait le plus marqué dans l'échange qu'on avait eu. Je te laisse l'expliquer parce que pour une fois où je t'ai en face de moi, je vais pas la modifier l'histoire. C'est vrai que pendant les conférences, Alexis me pose la question alors c'est quoi les méthodes de motivation les plus rapides pour motiver tout le monde ? Et j'ai tout de suite pensé à une histoire, c'est une vraie histoire, je ne me souviens plus le nom de ce général qui arrive au Mexique pour justement conquérir le territoire, et avec ses troupes. Et en fait, pour s'assurer qu'ils allaient vraiment se battre et que tout le monde allait être super motivé, ils brûlent les bateaux. Ils arrivent au Mexique, ils brûlent les bateaux, il n'y a plus de chemin en arrière, donc on est là, il faut survivre en même temps. Donc ça, c'est très extrême, mais parfois c'est la vie qui nous brûle nos bateaux et on sait qu'il n'y a plus de retour en arrière. Et d'ailleurs, c'est le mieux parce que plus vite on accepte le changement, moins ça nous torture. Et l'acceptation, c'est dans nos têtes. Hein. C'est pas une fois que j'ai acquis le résultat que je voulais, j'accepte qu'il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de retour en arrière. Très souvent, ça arrive. Moi, j'ai eu un ami qui essayait d'arrêter les cigarettes. Le jour où le médecin lui a dit si tu continues comme ça, dans 6 mois, tu as un cancer de la gorge, je pense. La décision était facile. À partir de là, le changement était tranquille. En fait, ce qui fait le plus mal, c'est la résistance au changement. C'est pas lui-même. Plus vite le dirigeant accepte, et quand je dis accepte, il accepte que de toute manière, ça va se passer. Donc, à partir de maintenant, on commence à l'organiser, on résiste plus. Plus vite, ça va se transmettre aux collaborateurs qu'eux aussi, ils doivent accepter qu'il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de retour en arrière. Donc maintenant, on fait avec ce qu'on a et on organise le chemin pour qu'il soit confortable avec ce qu'on a. Il ne sera pas aussi confortable que de rester là où on était, mais ça serait nouveau, ça serait différent. Et on peut à chaque fois créer de la valeur avec ce qu'on a. Parce que c'est vrai que certains changements, peut-être que ça change nos tarifs, ça change... ça va changer. Là, tu as les tarifs qui vont changer, tu as les missions qui vont changer, tu as tout est en train de changer. Je pense qu'on refait le même épisode dans 5 ans, je te dirais il se sera passé tellement de trucs dans la profession que l'organisation sera obligée de s'être adaptée en tout cas. Et le but étant pas de chercher à faire que des choses prévisibles ou que des choses qu'on contrôle, le but étant de se dire ok, ça arrive, je sais pas ce qui va se passer dans 5 ans, j'ai aucune visibilité. Par contre, je sais que si moi je suis parmi les pionniers qui acceptent le changement, j'aurai plus de temps à réfléchir de comment créer de la valeur avec les nouveaux facteurs que j'aurai. Certainement certains tarifs vont baisser, mais je pourrais créer de la valeur ailleurs si je me donne le droit de réfléchir. Ailleurs, ouais, bien sûr. Si tu vas sur de nouveaux territoires avec de nouvelles missions. On crée des nouveaux services et tout. En fait, ça te libère du temps parce qu'il y a peut-être certains éléments qui vont baisser en termes de tâches. Et donc, ça libère du temps pour réfléchir à de nouveaux services, de nouvelles interactions, d'autres choses qui peuvent créer de la valeur. Donc, plus vite j'accepte ça, plus j'aurai le temps de créer de la valeur avant les autres. Ouais. Et toujours tant qu'on est sur le cerveau et comment ça fonctionne, il y a un truc moi qui me passionne, c'est tout ce qui est biais cognitifs. C'est quoi les principaux biais cognitifs qu'on va rencontrer dans la conduite? Il y en a des tonnes, tu vois. Beaucoup, ouais. mais tu vois qu'on puisse. Ce que j'aime dans les biais cognitifs, c'est que c'est des choses terre à terre quand même, qu'on rencontre tous dans nos vies, mais où on le verbalise pas de cette façon. On se dit pas, ah tiens, mais c'est vrai, non mais là je vais contre je vais dans ce sens alors que mon cerveau. Et c'est quoi les principaux, tu vois, qu'on peut rencontrer, qu'on soit dirigeant, client ou collaborateur d'une entreprise?
Alors, il y en a plusieurs. Je vais essayer de les ramener à la réalité. Donc, première, c'est si mon équipe résiste, je résiste aussi. Donc, ça, c'est le biais de conformité. On est des êtres sociaux et on se conforme au groupe sans se rendre compte. Donc, tous les biais cognitifs, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, c'est des automatismes. Donc, ça coûte moins d'énergie d'aller dans cet automatisme de la pensée. Et c'est inconscient. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte qu'on le fait, mais on le fait tous. Donc, premier, le groupe, il résiste au changement, je résiste aussi. Donc, celui-ci, il faut tenir compte parce qu'il y aura de ça dans les équipes. Et pour le casser un petit peu, il suffit d'avoir quelques personnes qui adhèrent, donc quelques ambassadeurs du changement. Peut-être qu'on peut embarquer 2-3 personnes avant le reste, parce que ça va permettre de ce biais de conformité de se dissoudre un peu et puis de recréer une nouvelle identité. Un autre biais, c'est le biais du statu quo. C'est le nouveau logiciel il est plus rapide, celui que j'utilise il est plus lent, mais je le connais. Voilà. Et puis il y a le statu quo énergétique, c'est-à-dire que le nouveau logiciel, il va me faire gagner 30 minutes par jour, donc de temps. Par contre, il va falloir que je me forme, ça va me coûter 12 heures de formation. Même s'il me fait gagner du temps plus tard, je le fais pas parce que je vois clairement la valeur énergétique que j'ai sur le moment, l'effort que je dois faire tout de suite. Et que je vais gagner du temps, je le vois moins bien. Donc ça, c'est des choses, il faut réfléchir à la pensée, parce que le cerveau, tant qu'il n'a pas vu l'énergie qu'il va gagner, il ne va pas investir de l'énergie pour faire ça. Et là, comment tu arrives à le transformer? Parce que celui-là, il vaut aussi bien pour les collaborateurs que pour les clients. Le client à qui tu viens mettre la facture électronique, il va dire, non mais attends, je dois maintenant faire l'effort de prendre la photo. Alors c'est de plus en plus courant quand même, mais tu vois, c'est le même billet d'une certaine manière. Comment on peut arriver à le lever celui-là et comment on peut le... Celui-ci, je dirais, comme pour certains changements, ça vaut le coup de reconnecter avec ce que la personne fait déjà. En fait, on lui dit pas, tu vas faire d'une manière complètement nouvelle. Tu lui montres ce qu'elle faisait jusqu'ici et tu lui montres que c'est une nouvelle forme et c'est la même chose. Ça revient à la même chose. Donc, je sais. C'est une habitude à créer, donc dès qu'il s'agit de créer de nouvelles habitudes, ça coûte de l'énergie pour notre cerveau, donc on résiste, on essaye de rester dans les anciennes habitudes. Mais c'est intéressant de s'en rendre compte, en fait, c'est là aussi, c'est pour ça que je voulais te poser la question, c'est que c'est intéressant de se dire, ok, non mais là je rentre dans ce biais cognitif, je rentre dans le statu quo énergétique, hop, attention, donc je peux programmer de nouvelles habitudes, petit à petit, un peu plus chaque jour pour arriver à le faire adopter, que ce soit aux clients. Donc on pourrait gamifier, créer des petits jeux de reporting, de rendez-vous, de petits points comme ça avec les clients. C'est ça. Et d'ailleurs, tu parles de jeu, ça c'est super intéressant. Quand on parle de cerveau, c'est super intéressant de mettre nos cerveaux dans un état d'esprit de jeu. On était comme ça quand on était enfant, tu vois, c'est comme ça qu'on apprenait super vite, on était tout le temps, on était curieux, et on apprenait dans le jeu. Adulte, on n'a pas recréé ça, et pour moi ça c'est une grosse erreur de nous tous. Il faut remettre de la curiosité et il faut remettre du jeu. Quand je dis jeu, alors il y a des études scientifiques qui montrent que quand notre cerveau est dans des conditions de jeu, les conditions de jeu c'est je vais jouer différents scénarios, par exemple Monopoly, je joue différents scénarios. Mais si je perds, l'enjeu il n'est pas trop important. C'est-à-dire que le stress il n'est pas trop important. Donc c'est une contrainte, mais c'est une petite contrainte qui permet de rester dans le jeu. On est engagé en jeu, il y a quand même des choses qui se passent. Mais comme on n'est pas extrêmement stressé, le cerveau il est dans un état où il va produire des comment il s'appelait ces molécules-là, ça me reviendra. Il va produire des molécules qui sont propices à... Ah mince, j'ai perdu le mot. C'est des molécules qui vont stimuler le cortex préfrontal et on est dans des meilleures conditions pour trouver de nouveaux scénarios d'action, des nouveaux comportements, de nouvelles actions. Et donc mettre les collaborateurs dans un truc... Allez, on va s'imaginer que, et donc on le fait en mode jeu, parce que la situation elle s'est pas encore produite en réalité, mais on les met à réfléchir comme s'ils jouaient, ils devaient trouver de nouvelles idées créatives. Dans cet état-là où il n'y a pas de jugement, ils seront pas jugés, ils seront pas virés si jamais l'idée n'est pas top. C'est des bonnes conditions pour qu'ils puissent réfléchir à ça. Donc c'est vraiment utiliser ces conditions un peu plus, décoincer le cerveau pour qu'on puisse mieux travailler et traverser le changement, c'est important. Intéressant, donc bien remettre en place la culture du jeu potentiellement dans toute cette transformation aussi. Ouais. Mais je pense que j'ai perdu la question d'avant. Je me souviens plus ce que tu as posé. Alors je vais revenir sur du coup parce que je viens de checker le temps en fait et je viens de voir qu'on vient de passer un petit moment. Il nous reste pas énormément de temps, mais du coup je reviens sur les autres biais cognitifs en plus du statu quo énergétique. Est-ce qu'on peut avoir, si tu en as encore un ou deux, qu'on peut détecter et
déceler. J'adore ce truc. En fait, moi, ce que j'aime dans les biais cognitifs, je t'ai dit tout à l'heure, mais c'est que vraiment, tu dis, attends, là, hop, je sens que mon cerveau, il est en train de se partir sur ce qu'il sait. Et que ce soit le mien ou d'autres. Hein. Et j'essaie de faire gaffe, j'essaie de le repérer. C'est ça, rare, c'est ça. Mais des fois, c'est ce qui aide avec les clients, c'est de leur dire de toute manière, votre cerveau, il va pas vouloir faire ça, il va vous chercher à vous remettre dans les anciennes habitudes. Donc, on aide les gens à s'accepter comme ils sont, parce que de toute manière, ça va se produire. On va pas nier ça, on s'accepte dans notre nature humaine. Un autre biais, c'est le biais de disponibilité. Alors, ça se mélange avec le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est qu'on est plus sensible à des faits négatifs, et donc il y a plus de pensées négatives qui tournent dans nos têtes. Le biais de disponibilité, c'est la vitesse à laquelle je remonte un souvenir en surface. Quand je repense, est-ce que j'arrive plus rapidement à faire remonter un souvenir négatif ou un souvenir positif ? Apparemment, le négatif, il remonte plus vite. Si tu penses à une situation où tu t'es fâché avec quelqu'un, ça remonte tout de suite. Alors que si tu penses à des situations où tu as passé des bons moments avec la même personne, des fois, tu prends du temps pour retrouver le souvenir. Okay. Donc, c'est le biais de disponibilité qui va faire que quelqu'un va se dire de toute manière, il y a 10 ans, on a essayé, ça n'a pas marché, c'est toujours comme ça. Donc, celui-ci, il faut vraiment faire gaffe parce que si le dirigeant, il se coince là-dedans, déjà, c'est mal parti pour l'équipe. Et puis, il y a des gens de l'équipe qui vont se dire non, mais on a déjà essayé, de toute manière, ça ne marche pas. Et ouais, ça peut même être contagieux sur la nouvelle, sur ceux qui n'étaient pas là il y a 10 ans, qui ne l'ont pas vu, mais comme les anciens peuvent l'avoir vécu, etc. Alors qu'entre-temps, ils disent intéressant. Ouais. Donc, important de s'en rendre compte. Et puis de redémarrer la pensée comme si, en fait, c'est quelque chose de nouveau. On l'a jamais vécu, en réalité. C'est un mensonge de notre cerveau de nous dire tu l'as vécu, parce qu'il essaye de capter le même pattern, mais en fait, c'est pas du tout. Chaque changement, chaque chose est nouvelle et complètement différente. Donc, vraiment de s'ouvrir dans cet état de curiosité, de se dire. Et alors, qu'est-ce qui va se passer si on essaye ça ? Et en fait, on est des explorateurs qui sont curieux de savoir. Et donc, si on fait la première étape, la deuxième, ça va donner quoi ? Pour celui-ci, j'ai eu récemment un super témoignage, quelqu'un c'était très touchant. C'était une femme qui avait, donc elle a découvert qu'elle avait le cancer du sein. Et la première opération chirurgicale, elle a très mal vécu. Elle était très stressée. Donc, comme elle devait passer une deuxième opération, elle s'est dit comment je peux préparer mon cerveau pour que ça se passe mieux pour la deuxième opération. Et donc, elle est tombée sur ma vidéo, elle a commencé à regarder. Et puis, elle a décidé d'utiliser cet état de curiosité, d'activer son cerveau curieux au lieu de rester dans la peur, parce que la peur et la curiosité ne peuvent pas coexister. La peur, c'est on voit une situation comme une menace. La curiosité, on la voit comme quelque chose à explorer, une opportunité à explorer. Donc, soit on est dans la peur, soit on est dans la curiosité. Et quand on arrive à switcher, c'est un choix interne à faire. Par défaut, on va basculer la plupart du temps vers la peur. Mais si on arrive à se rendre compte qu'on peut switcher et être en mode curieux, et que ce mode curieux nous protège de la peur, ça vaut le coup de le tester. Et donc, elle a décidé de tester ça. Et puis, elle me dit, en fait, en rentrant dans la salle d'opération, au lieu de regarder les appareils et de me faire peur, je me suis dit, tiens, c'est intéressant cette technologie. Tiens, cet appareil, il fait un bip. À quoi il correspond ? Et donc, elle était dans un état d'exploration. Elle m'a dit, ça s'est beaucoup mieux passé, juste parce que j'ai switché à ma pensée. Et donc, ça nous appartient. T'as fait une vidéo sur ça, sur comment tu passes avec l'état curieux ? J'ai pas de vidéo sur ça. C'est vraiment quelque chose. Comment je l'active ? Que ce soit pour moi ou pour mes clients. Enfin, pour mes collaborateurs ou mes clients, ouais, c'est pareil. Par exemple, imaginons qu'on est un collaborateur qui doit présenter un projet dans une réunion. Pour beaucoup, ils vont stresser, ils vont se dire « Ah, mais comment ça va être ? Est-ce que je vais pouvoir exprimer ? Est-ce qu'ils vont juger mes idées ?» Donc ça, c'est l'état d'esprit de peur. Par contre, si je me mets en mode, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont me dire par rapport à ce que je vais leur exprimer. C'est quoi leur feedback ? Et donc, on se met en mode, je cherche à savoir. Et donc, le focus, il est vraiment dirigé vers quelque chose d'utile pour nous. Et à partir de là, je suis dans un état beaucoup plus propice à bien présenter les idées. Parce que je suis déconnectée de la peur, je suis connectée à tiens, qu'est-ce qu'il pense lui là quand il m'entend, c'est quoi ces suggestions, comment on peut le faire. Donc c'est dans le questionnement interne que ça se passe. Et je me dis là par exemple avant notre entretien, je suis curieuse de savoir ce qu'on va se dire ensemble parce que j'ai aucune idée. Alors que j'aurais pu être dans le oh là là, je vais devoir parler devant un micro, qu'est-ce que je vais dire, est-ce que je vais pouvoir l'exprimer clairement. Et en fait, c'est une habitude à développer, de se mettre dans cet état de curiosité. Tiens, imaginons que c'est un dating avec femmes et hommes. Ah, mais tiens, je suis curieux de savoir qui est cette personne, qu'est-ce qui l'intéresse, c'est quoi.
Plutôt que de se dire, tiens, je vais encore à un date de plus, faut que je m'intéresse, je m'en fous, etc. Tu te viens, ok. Et donc, ça veut dire qu'il faut arriver, en fait, à prendre conscience je te le fais vraiment direct, parce que mais du coup, c'est-à-dire qu'il faut arriver à prendre conscience que son cerveau part sur la nature de la négativité pour se dire, ça va être comme ça, hop, être capable de dire à son cerveau, stop 2 secondes, temps mort, switch, et au fait, si tu arrives à te dire, tiens, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, pourquoi, et tu passes en mode curieux. C'est ça, faut arriver à en prendre conscience de l'aspect négativité qui est le plus naturel et le plus simple pour le cerveau à fabriquer, de tout ce qu'on s'est dit dans l'échange. C'est ça. Par exemple, si je suis dirigeant de cabinet, naturellement, mon cerveau va se dire, ah mince, comment je vais faire? Je suis pas sûr qu'on va se débrouiller, donc je vais rentrer dans la peur. Alors que je peux me dire, mais tiens, c'est curieux, il y a ce changement qui arrive, je suis curieux de savoir comment mon équipe va gérer ça, je suis curieux de savoir ce qu'on va inventer ensemble, ce qu'on va créer ensemble, nos modes de fonctionnement vont changer, je suis curieux de savoir ce que ça va être. Et je suis curieux de savoir ce que les autres pensent et quelles sont leurs idées. Donc ça crée une autre énergie. Et donc si moi je suis dans cette énergie-là, je vais les contaminer parce qu'il y a la contagion émotionnelle. Ça marche avec la peur aussi. et donc si je rentre en mode, tiens, il y a ça qui arrive, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, quelles sont nos idées? Et donc je lance un état d'esprit de curiosité qui va diriger l'attention en dehors des peurs. Et ça devient une opportunité. Chaque situation devient une opportunité. Donc pour moi, et d'ailleurs, une des choses que j'enseigne dans les entreprises, je suis vraiment contente qu'il y a des entreprises qui s'intéressent de plus en plus à cette culture du feedback. Je le dis parce que c'est vraiment le schéma interne du feedback. C'est un outil de communication, donc feedback, je pense que vous savez tous, soit on reconnaît une réussite, donc le feedback positif, ou soit on va chercher à corriger une situation, donc là on est dans le changement, donc, notamment avec toutes les résistances qui vont. Et quand on sait bien faire du feedback, en fait c'est un état d'esprit, le feedback. C'est pour ça que c'est pas juste un outil de communication. Quand on l'applique bien, on dirige la pensée. Au lieu de focaliser et pointer du doigt les problèmes, on va partir du problème parce qu'il y a une situation qui est difficile, mais on ne va pas l'appeler problème, on va l'appeler voici le contexte, on est là aujourd'hui, donc le point A, le point de départ. Et le feedback, c'est tout ce qui dirige vers le futur. On se dit, à partir de ce point-là, qu'est-ce qu'on peut mieux faire? Quels sont les axes d'amélioration? Donc c'est une pensée qui est dirigée futur, dirigée créativité, dirigée rêver ensemble. Et quand on est comme ça, en réalité, on arrête de voir les problèmes comme des problèmes, on les voit comme des points de réflexion, points de stimulation, points de créativité qui nous permettent de créer de nouvelles opportunités, de nouvelles idées, d'être ensemble et puis de connecter. Parce qu'une difficulté, les difficultés nous connectent. Les êtres humains, on est beaucoup plus soudés quand il y a une difficulté à affronter ensemble. Donc de commencer à utiliser ce qu'on appelle le négatif, de commencer à l'utiliser comme matière pour s'améliorer et pour s'améliorer ensemble. Donc ça, pour moi, c'est inspirant. Je note tout ça. Biliana, le temps a filé à une allure grand V. J'ai encore plein de questions. C'est un sujet qui me passionne, que ce soit le cerveau ou la transformation. Pour finir, est-ce que tu aurais une ressource, à nous partager si on veut commencer? Alors, tu as un livre qu'on mettra évidemment en description, qui est disponible, j'imagine, sur la Fnac, j'espère. La Fnac, l'Amazon. Et aussi Amazon. Mais est-ce que tu aurais une ressource en plus de ton livre? Je mettrai aussi, tu dois avoir, donc il y a plusieurs vidéos sur YouTube, ça je mettrai aussi. Alors il y a 2 livres qui me viennent. Alors déjà sur le livre que j'ai écrit, bon, j'en parle pas assez, mais je profite là du temps que tu me donnes. C'est un livre dans lequel j'ai vraiment essayé de bien décrire ce qu'on a comme ressources dans le cerveau et d'apprendre à les activer. C'est-à-dire que c'est un livre pratico-pratique. À la fin de chaque chapitre, il y a des exercices à faire. Je l'ai fait plutôt en pensant à l'individu qui lit, mais je pense qu'on peut les transformer en collectif. Donc si c'est un dirigeant qui lit, je pense qu'il peut le tester avec le collectif aussi. Je pense à un deuxième livre qui moi m'a touché, mais pareil, c'est de la transformation individuelle plutôt, mais je pense pareil, on peut se l'approprier en collectif. Ça s'appelle Du plaisir au désir de changer. C'est Françoise Kurilski. Et je trouve que c'est vraiment bien fait parce que souvent on essaye de changer, mais on se fâche parce que c'est dur. Et en fait, quand on crée du désir de changer, quand on utilise des techniques qui nous permettent d'aimer le changement, ben en fait, on tombe amoureux du changement, on tombe amoureux du chemin, qui sera le chemin pour moi, pour les futures générations, de plus en plus. Et donc, c'est vraiment ça le but, d'apprendre à aimer le processus, parce que en réalité, l'être humain, je pense qu'on est en croissance constante, en évolution constante jusqu'à la fin de nos vies. Et aimer le changement, c'est ce qui nous permet de grandir plus vite. Et donc, si on crée des entreprises qui permettent de créer cet amour pour le changement collectivement, bah, du coup, on va plus vite chacun s'épanouir dans notre nature humaine. Et puis, un deuxième livre que j'aime beaucoup, je l'ai découvert récemment,
Alors, je ne sais pas s'il est traduit en français. Ça s'appelle, si je le traduis, le titre s'appelle Comment faire quelques milliards de plus. How to make few billions. C'est Brad Jacobs, c'est un Américain milliardaire. Il n'y a que les Américains pour écrire ce genre de livre. De toute façon, c'est... Mais ce qui me touche beaucoup, parce que c'est un livre autour de... Bon, on a l'impression que c'est autour de l'argent, mais en fait, c'est autour des méthodes de management. Lui, il a été reconnu à 2 fois par Forbes, le magazine américain, pour son style de management très collaboratif. Et en fait, ce qui m'impressionne avec lui, bon, c'est une entreprise de pétrole, donc c'est d'autres lois de fonctionnement, mais ça reste quand même des êtres humains qui se bougent ensemble. Et ce qui m'impressionne avec lui, c'est la manière dont il arrive à créer de la cohésion, notamment dans les situations extrêmes, problématiques. Par exemple, je sais pas, un investisseur qui sort de la boîte, c'est plusieurs millions qui disparaissent d'un coup. Donc, c'est des situations de crise comme ça. Et la manière dont il assume ça, donc beaucoup d'humilité. Il arrive avec beaucoup d'authenticité, beaucoup d'honnêteté. Il dit les situations difficiles, il les annonce. Et il embarque les gens pour qu'ils réfléchissent ensemble. Donc, il décrit ces méthodes de management qui permettent de créer une réunion de travail super efficace, mais il y a des étapes avant la réunion pour que les gens soient, au moment où ils arrivent à la réunion, soient bien prêts à réfléchir ensemble. Et il décrit tout ça dans le livre, c'est pratique. C'est très pratique et surtout, moi, ce qui me touche avec lui, c'est qu'il a beaucoup de valeurs humaines. Donc, à la fin du livre, il te dit, mais pourquoi faire 10 milliards? C'est surtout pour savoir qu'on a des moyens pour notre propre famille et puis qu'on nourrit d'autres familles. En tant que dirigeant, on nourrit plein de familles et voilà, c'est très humain, c'est très touchant et voilà, je vous le recommande. Ok, bah écoute, je le rajouterai à la fois en description et à la fois dans ma liste des lectures dans la thématique. Après, je finis, mais tu vois, cet été, j'ai lu un livre qu'on m'avait recommandé dans le podcast. C'était Scotty Scarano, un Américain. Donc, tu vois, j'adore ces styles d'écriture. Il m'avait dit, tu dois lire Think Like a Monk. Et en vrai de vrai, tu vois, dans l'épisode, parce que mon anglais n'est pas très bon, dans l'épisode, j'avais pas compris ce qu'il m'a dit. Je me suis dit, mais pense comme un singe. Mais pourquoi pense comme un singe? Je n'avais pas compris. Et du coup, après, ça s'est fini. J'ai regardé. Et en fait, c'est donc penser comme un moine et non pas penser comme un singe. L'auteur m'a échappé, mais il a un super podcast qui s'appelle On Purpose aussi. Et c'est un peu dans le même esprit. Alors, c'est pas sur la transfo, mais tu vois, très zen, très comment tu replaces. Et notamment, il y a un gros chapitre sur les peurs. C'est pour ça que ça a reconnecté entre ce que tu as dit et ce que j'ai pu lire. Bonne lecture. Voilà, c'était juste génial. Je me le note aussi. Je partage cette petite ressource de lecture parce que c'était tout chaud et ça reconnectait pas mal avec ce qu'on s'est dit. En plus de ça, avec évidemment un peu de méditation, important pour garder le calme au milieu de tout ça. Oui. Non, mais la méditation, ça va au-delà du calme. Ça connecte. Alors, ça renforce la connexion entre l'amygdale et le cortex préfrontal. Donc ça permet une meilleure gestion des émotions quand on médite. Comme le cortex préfrontal, c'est une structure de réflexion et de stratégie. Si lui, il est au courant de ce qui se passe dans l'amygdale, donc il y a une forme d'interaction, de communication entre la partie rationnelle et la partie émotionnelle, et donc ça nous stabilise. Donc c'est important. Et sachez que pas besoin de devenir moine. Les études montrent, il y a des études qui ont fait 13 minutes de méditation par jour sur je sais plus combien de semaines, et ils voient déjà des résultats. Donc 13 minutes par jour, ça va. Ça se fait. Et je vous ferai un retour au micro de cette expérience. Là, je dois en être à 3 semaines, un peu plus. Ouais, c'est ça, je dois être à peu près à 3 semaines de pratique quotidienne. Génial. Et je sais pas encore, du coup, ça n'a pas encore eu un grand effet, mais je vous tiendrai au courant. En tout cas, voilà, j'aime bien l'approche et ça colle avec tout ce qu'on s'est dit un peu aujourd'hui, tu vois, de comment tu arrives à reconnecter, reprogrammer de temps en temps, prendre conscience que tu es dans un biais cognitif, comment t'embarques aussi les équipes, comment tu te rends compte des erreurs que tu fais, parce que là il y a un truc dont on n'a pas parlé cette fois mais qui était super intéressant à la fois sur scène, c'était justement que tu disais que même quand le dirigeant fait une erreur, il doit reconnaître l'erreur s'il prend pas le bon chemin. Bref, il nous reste encore. En fait, je suis content d'un côté que ce soit passé si vite parce qu'il nous reste plein de sujets. Si tu veux bien, tu reviendras l'année prochaine, enfin dans la saison prochaine pour continuer tous les échanges. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te contacter, Biliana? LinkedIn, je regarde mes messages, je réponds pas tout de suite, mais j'essaye. LinkedIn, par mail. Moi, je mettrai ton LinkedIn, je vais pas mettre ton mail dans la description. Voilà, mais on met ton LinkedIn c'est bien. Allez, impec. Super. Merci, Biliana. Merci à toi. Si vous êtes toujours là, c'est que l'épisode vous a plu. J'espère qu'il vous a été aussi utile à vous qu'il ne le sera pour moi. Partagez-le au plus grand nombre parce qu'avec toutes les transformations qu'on est en train de rencontrer, c'est important que ce soit pour les confrères, que ce soit pour les consoeurs, que ce soit pour les collègues, quoi qu'il, c'est que des actions utiles, en tout cas que tu nous as partagé, Biliana. C'était un vrai plaisir. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao. Ciao.